Alors, qui parmi vous aime les pandas? Allez-y, levez la main. Bon, super, on a une belle majorité. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont franchement craquants, c'est difficile de leur résister. Mais saviez-vous que ces mignonnes petites boules de poils sont en fait de redoutables outils diplomatiques au service de la Chine dans le cadre de ce qui s'appelle la diplomatie du panda? Cette pratique consiste pour la Chine à prêter des pandas à des zoos étrangers afin d'entamer des relations diplomatiques avec les pays où se trouvent ces zoos ou afin d'améliorer leurs relations diplomatiques avec ces mêmes pays. Alors cette pratique est très ancienne pour la Chine. On en retrouve les premières traces en l'an 618 sous la dynastie Tang. À l'époque, déjà, l'impératrice de Chine avait offert des pandas à la cour impériale du Japon. Mais c'est surtout sous la République populaire de Chine que cette pratique va prendre tout son essor. Et là, on va avoir une modification. Le don de panda va se transformer en un prêt pour des raisons de protection de l'animal. Alors aujourd'hui, on trouve des pandas presque sur tous les continents. On peut en voir en Thaïlande, au Japon, on peut en voir en Finlande, en Allemagne, en France, au Canada, en Australie et bientôt même en Israël. Alors, des pandas étaient présents sur le territoire américain, mais leur situation est devenue assez incertaine au regard des relations houleuses que la Chine entretient avec le pays. Alors cette utilisation des animaux par les gouvernements dans leurs relations internationales n'est pas nouvelle. On avait déjà ce type de pratique dans l'Antiquité. On avait pour coutume d'offrir des animaux exotiques pour les ménageries royales, voire des animaux domestiques au chef de l'État. La tradition n'a fait que se perpétuer. Et par exemple, sous Versailles, avec Louis XIV, on pouvait trouver dans la ménagerie du château une tigresse en fait offerte par l'ambassadeur du Maroc, des éléphants du Congo et même des crocodiles offerts par le roi de Siam. Alors aujourd'hui, cette pratique, elle va tomber sous la coupe du soft power. Donc, le soft power a été défini et développé par Joseph Nye comme suit. Ça serait une dynamique par laquelle une nation va amener d'autres nations à l'imiter, à aligner leurs intérêts et à se rapprocher en conséquence. Alors dans cette optique, la Chine va utiliser nos petits ours comme une source d'influence et une source d'attractivité. Alors est-ce que ça marche ? Vous l'avez vous-même prouvé au début de ma présentation, la popularité du panda, elle n'est plus à faire. C'est vrai, ils ont réussi à conquérir le cœur des populations des pays étrangers. Mais est-ce que cela va pour autant suffire? Est-ce que l'attractivité du panda permet à la Chine de s'attirer les faveurs qu'elle désire? C'est à cette question que je tenterai de répondre dans mon mémoire. À cet égard, je m'intéresserai à la politique extérieure de la Chine, en me demandant dans quelle mesure le panda est un ambassadeur de son soft power, en me demandant quelles sont les conséquences de la diplomatie du panda, quels en sont éventuellement les bénéfices. J'analyserai donc les relations des pays qui possèdent des pandas avec la Chine. Je m'intéresserai à l'image que véhicule la Chine d'elle-même sur la scène internationale, et on verra qu'en matière d'attractivité, les pandas ont en fait encore un bambou de chemin à faire.